13 mars 1954, vallée de Dien Bien Phu, Indochine française. Le silence. Un silence qui précède toujours la tempête. Les hommes de la Légion étrangère le savaient. Ils avaient appris à reconnaître ce calme inquiétant, cette respiration suspendue de la jungle avant que l'enfer ne se déchaîne. Dans leurs tranchées boueuses, creusées au cœur d'une vallée encerclée par des montagnes hostiles, 16 000 soldats français attendaient. Ils ne savaient pas encore qu'ils vivaient les dernières heures de l'empire colonial français en Asie. Mais au fond d'eux-mêmes, quelque chose le murmurait déjà. La vallée de Dien Bien Phu ressemblait à une cuvette naturelle, bordée de collines verdoyantes qui semblaient paisibles sous le soleil tropical. Pourtant, derrière chaque arbre, dans chaque grotte, sur chaque crête, des milliers d'yeux les observaient. Le Viet Minh, l'armée de libération vietnamienne dirigée par le général Vo Nguyen Giap, avait transformé ces montagnes en forteresses invisibles. Ils avaient entraîné à dos d'hommes des canons lourds sur des pentes impossibles. Ils avaient creusé des tunnels, stocké des munitions, préparé l'assaut pendant des mois. Et les Français, ils avaient reconstruit des points d'appui fortifiés qu'ils avaient baptisés de prénoms féminins: Béatrice, Gabrielle, Anne-Marie, Isabelle, Claudine. Comme si donner des noms tendres à ces positions militaires pouvait adoucir ce qui allait suivre. À 17 ans précises, le premier obus explosa. Puis un deuxième, puis 10, puis 100. Le ciel se déchira dans un rugissement de métal et de feu. Les canons vietnamiens, invisibles, déversaient un déluge d'acier sur les positions françaises. Les hommes se jetèrent dans les tranchées, les mains sur leurs casques, le souffle coupé par les déflagrations. La terre tremblait. Les abris s'effondraient. Les cris des blessés se mêlaient au sifflement des obus. Le colonel Pierre Langlais, commandant d'un des secteurs, hurla dans son talkie-walkie: « Ils nous pilonnent de partout! D'où viennent ces canons ?» Personne ne savait. L'état-major français avait sous-estimé l'ennemi. Il pensait que les Viet Minh n'avaient pas d'artillerie lourde. Il se trompait, gravement. En quelques heures, le point d'appui Béatrice tomba. Les légionnaires qui le défendaient furent submergés par des vagues d'assaillants. Combat au corps à corps dans l'obscurité. Baïonnettes, grenades, cris. Puis le silence à nouveau. Le commandant du point d'appui, grièvement blessé, se suicida d'une balle dans la tête pour ne pas être capturé. Mais ce n'était que le premier jour. 56 jours de plus les attendaient. Les jours suivants, la situation devint cauchemardesque. Le 15 mars, le point d'appui Gabriel tomba à son tour. Les tirailleurs algériens qui le défendaient résistèrent héroïquement, mais furent anéantis sous le feu ennemi. Les survivants tentèrent une percée désespérée. La plupart moururent avant d'atteindre les lignes amies. Le colonel Christian de Castries, commandant en chef du camp retranché, réalisa l'horreur de la situation. Dien Bien Phu était devenu un piège mortel. La vallée était totalement encerclée. L'artillerie vietnamienne contrôlait les hauteurs. Les pistes d'atterrissage étaient sous le feu constant. Les avions de ravitaillement ne pouvaient plus se poser. Les parachutages devinrent la seule ligne de vie. Mais même cela était un cauchemar. Les conteneurs de munitions, de nourriture et de matériel médical tombèrent souvent dans les lignes ennemies. Les parachutistes volontaires qui se lancèrent dans la fournaise savaient qu'ils ne reviendraient probablement jamais. Certains moururent avant même de toucher le sol, abattus en plein vol. Dans les tranchées, les conditions devenaient inhumaines. La mousson arriva début avril, transformant le camp en un océan de boue. Les hommes pataugèrent dans l'eau jusqu'aux genoux, les abris s'effondraient, les armes s'enrayaient. Les blessés, allongés dans des infirmeries de fortune, gémissaient jour et nuit. L'odeur de la gangrène, de la poudre et de la mort imprégnait chaque recoin. Le médecin commandant Paul Grovin, chirurgien du camp, opérait sans relâche sous les bombardements, parfois 20 heures par jour, sans anesthésie suffisante, sans morphine. Les blessés hurlaient pendant les amputations. Certains suppliaient qu'on les achève. « Que j'ai arrêté de compter les morts », confia-t-il un soir à une infirmière vietnamienne, Geneviève de Galard, seule femme présente dans le camp. Elle était arrivée par hasard, son avion ayant été détruit au sol. Impossible de repartir. Elle resta jusqu'à la fin, soignant les mourants, tenant les mains de ceux qui rendaient leur dernier souffle. Mais pourquoi ne partait-il pas? Pourquoi ne tentait-il pas une percée générale? Parce que l'orgueil militaire l'interdisait, parce que l'état-major à Hanoï leur ordonnait de tenir, parce qu'on leur promettait des renforts qui n'arrivèrent jamais, parce que Paris ne voulait pas admettre que la guerre était perdue. Alors ils tinrent, parce que c'était leur devoir, parce qu'ils étaient soldats, parce qu'abandonner leurs camarades blessés était impensable.
Qui étaient ces hommes qui mouraient dans cette vallée oubliée? Ils venaient de partout. Des légionnaires allemands, anciens de la Wehrmacht, qui avaient fui l'Allemagne détruite après 1945 et rejoint la Légion étrangère pour oublier. Des Espagnols républicains exilés après la guerre civile. Des Italiens, des Polonais, des Hongrois. Des Vietnamiens qui avaient choisi le camp français. Des Algériens, des Marocains, des Sénégalais venus des colonies. Beaucoup n'avaient jamais vu la France. Pourtant, ils mouraient pour elle. Le légionnaire Hans Schmidt, allemand de 28 ans, écrivit une lettre à sa mère en Bavière. Mutti, ich weiß nicht, ob ich diese Hölle überleben werde, aber ich kämpfe nicht für Frankreich, ich kämpfe für meine Kameraden. Das ist alles, was mir noch bleibt. Maman, je ne sais pas si je survivrai à cet enfer, mais je ne me bats pas pour la France, je me bats pour mes camarades, c'est tout ce qui me reste. La lettre ne parvint jamais à destination. Hans mourut le 3 mai déchiqueté par un obus. Le sergent Abdelkader Ben Mohamed, tirailleur algérien, priait 5 fois par jour malgré les bombardements. Ces hommes le respectaient pour son calme et sa foi inébranlable. Le 1er mai, alors qu'il distribuait les dernières rations de riz, un tir de mortier le tua instantanément. Ses camarades l'enterrèrent face à la Mecque, comme il l'aurait souhaité. Le caporal José Martinez, ancien républicain espagnol, fumait cigarette sur cigarette dans les tranchées. Il racontait des blagues pour faire rire ses compagnons d'armes. Le 4 mai, il sauta sur une mine en tentant de récupérer un blessé dans le No Man's Land. On ne retrouva jamais son corps. Ils n'étaient pas des héros de légende. Ils étaient des hommes ordinaires, placés dans une situation extraordinaire. Mi-avril 1954. Cela faisait déjà un mois que le siège avait commencé. Les rations alimentaires furent drastiquement réduites. Une boîte de conserve pour 4 hommes, du riz avarié, de l'eau boueuse puisée dans des trous d'obus. Les hommes maigrissaient à vue d'œil. Certains développèrent le beriberi, maladie de la malnutrition. D'autres la dysenterie. Mais la faim n'était rien comparée à la tension psychologique. Les bombardements constants ne laissaient aucun répit. Dormir était impossible. Le moindre bruit déclenchait des crises de panique. Des hommes pleuraient la nuit, recroquevillés dans leurs trous. D'autres devinrent apathiques, le regard vide, incapables de réagir même sous le feu ennemi. Les cas de shell shock, ce qu'on appellerait aujourd'hui stress post-traumatique aigu, se multipliaient. Certains soldats se mutilaient volontairement pour être évacués, d'autres désertaient, tentant de fuir à travers les lignes vietnamiennes. Ils étaient généralement abattus ou capturés. Le lieutenant Jean Pouget nota dans son journal « Nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des fantômes qui se battent, des cadavres en sursis. » Le plus terrible était l'isolement. Les radios tombaient en panne, les liaisons avec Hanoï devenaient sporadiques. Les hommes se sentaient abandonnés par leur hiérarchie, oubliés par le monde. Pourtant, chaque nuit, ils montèrent la garde. Chaque matin, ils réparèrent les fortifications détruites. Chaque jour, ils repoussaient les assauts ennemis. Pourquoi continuaient-ils ? Parce que l'alternative était impensable, mourir en lâche. Les Viet Minh attaquaient principalement la nuit. Des milliers de soldats surgissèrent de l'obscurité, rampant dans la boue, lançant des grenades, hurlant des slogans révolutionnaires. Les combats étaient d'une violence inouïe. Corps à corps dans les tranchées. Coups de baïonnettes. Crosses de fusils écrasant des crânes. Hommes se battant à main nue dans la boue et le sang. Les légionnaires et les parachutistes français ripostaient avec l'énergie du désespoir. Les mitrailleuses crachèrent le feu jusqu'à ce que les canons fondent. Les lance-flammes transformaient les assaillants en torches humaines. Les mortiers tiraient jusqu'à épuisement des munitions. Et chaque matin, après ces nuits d'horreur, les survivants comptaient leurs morts. Le point d'appui, Eliane changea de main 6 fois en 3 jours. Les cadavres s'empilèrent dans les tranchées. Impossible de les enterrer, l'odeur de décomposition était suffocante. Le sergent Marcel Bijard, officier parachutiste légendaire, nota « Nous ne nous battons plus pour la victoire, nous nous battons pour ne pas mourir tout de suite. » Les munitions manquaient, les hommes récupérèrent les armes des morts, français comme vietnamiens. Certains combattaient avec des fusils ennemis faute de munitions compatibles. Et les renforts promis, ils ne vinrent jamais. L'opération Vautour, qui prévoyait un bombardement massif américain pour sauver le camp, fut annulée. Les États-Unis refusèrent d'intervenir directement. Le président Eisenhower craignait une escalade avec la Chine communiste. Les Français étaient seuls.
Le camp était réduit à quelques centaines de mètres carrés. Les derniers défenseurs, hagards, épuisés, à court de munitions, se terrèrent dans leurs abris. L'artillerie vietnamienne pilonnait sans relâche. Les vagues d'assaut se succédaient. Le colonel de Castries, dans son bunker de commandement, envoya un dernier message radio à Hanoï. Nous détruisons tout. Plus de munitions, plus de vivres, fin imminente, vive la France. Puis le silence. Les drapeaux furent brûlés pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Les derniers documents classifiés furent détruits. Les officiers cassèrent leurs armes. Certains pleuraient, d'autres restaient figés, incrédules. À 17h50, le drapeau blanc fut hissé. Le général von Nguyen Diap avait gagné. Mais à quel prix ? Les pertes vietnamiennes étaient colossales. Plus de 25 000 morts, 50 000 blessés. Pour chaque Français tué, 5 Vietnamiens étaient à tomber. Mais pour le Viet Minh, c'était une victoire stratégique écrasante. La France venait de perdre son empire colonial en Asie. Les prisonniers français furent rassemblés. Beaucoup pouvaient à peine marcher. Certains étaient portés par leurs camarades. Les blessés graves furent laissés sur place avec le médecin Groven et quelques infirmiers. Les survivants entamèrent une marche forcée de plusieurs centaines de kilomètres vers les camps de prisonniers du Nord. Beaucoup moururent en route, de dysenterie, de malaria, d'épuisement. Sur les 11 000 prisonniers, seulement 3 000 rentrèrent vivants en France. Aujourd'hui, Dien Bien Phu est une petite ville paisible du nord-ouest du Vietnam. Les rizières ont recouvert les anciennes tranchées. Les cratères d'obus sont devenus des étangs où jouent des enfants. Un musée commémore la bataille. Côté vietnamien, elle est célébrée comme la victoire qui mit fin au colonialisme français. Des monuments honorent les héros du Viet Minh. Côté français, Dien Bien Phu reste une blessure. Une défaite honteuse qu'on préfère oublier. Peu de Français connaissent en cette bataille. Peu savent que des milliers d'hommes y sont morts pour une cause déjà perdue. Les anciens combattants rescapés parlèrent peu. Certains sombrent dans l'alcoolisme, d'autres furent hantés par des cauchemars toute leur vie. Beaucoup moururent jeunes, usés par la captivité et les maladies tropicales. Le légionnaire allemand Klaus Bauer, survivant de l'enfer, témoigna en 1987 « Nous avons tenu 57 jours, pas pour la gloire, pas pour l'empire, mais parce que nous ne pouvions pas abandonner nos frères d'armes. C'est tout ce qui comptait, et personne ne s'en souvient. » Pourquoi l'histoire a-t-elle oublié ces hommes ? C'est parce qu'ils ont perdu, parce que les vaincus dérangent, parce que leur sacrifice ne servit à rien. Mais était-ce vraiment inutile ? Ces hommes, venus de tous les horizons, parlant toutes les langues, ont prouvé quelque chose d'essentiel. La fraternité de combat transcende les nationalités, les religions, les idéologies. Dans la boue de Dien Bien Phu, un légionnaire allemand mourait pour sauver un tirailleur marocain. Un parachutiste français donnait sa dernière gorgée d'eau à un Vietnamien blessé qui combattait à ses côtés. Ils n'étaient pas parfaits, ils servaient un système colonial injuste. Mais dans l'horreur absolue de cette bataille, ils ont montré le meilleur de l'humanité, le courage, la solidarité, le sacrifice. Dans un petit village de Bavière, en Allemagne, une vieille femme conserve précieusement une photo jaunie. On y voit un jeune homme souriant en uniforme de la Légion étrangère. C'est Hans Schmidt, son frère, disparu à Dien Bien Phu en 1954. Elle ne sait pas où il est enterré, peut-être dans une fosse commune, peut-être nulle part. Son corps n'a jamais été retrouvé. Chaque année, le 7 mai, elle allume une bougie. En Algérie, dans un cimetière militaire d'Oran, une tombe porte le nom de sergent Abdelkader Ben Mohamed, mort pour la France. Personne ne vient la fleurir. Sa famille l'a émigré. Ses descendants ne connaissent pas son histoire. En Espagne, à Barcelone, un vieil homme de 92 ans raconte parfois à ses petits-enfants qu'il a connu l'enfer. Ils ne le croient pas. Comment ce grand-père fragile aurait-il survécu à une telle horreur ? Il ne leur montre plus les cicatrices sur son dos. Elle pose trop de questions. Voilà ce qui reste de Dien Bien Phu. Des tombes oubliées, des vieux qui se taisent, une bataille qu'on n'enseigne plus. Pourtant, l'écho de cette défaite résonne encore aujourd'hui. Elle marqua la fin des empires coloniaux européens. Elle prouva qu'une armée de paysans déterminés pouvait vaincre une puissance occidentale moderne. Elle inspira d'autres mouvements de libération nationale à travers le monde. Dien Bien Phu fut bien plus qu'une bataille. Ce fut un tournant de l'histoire du XXe siècle.
Et au centre de ce tournant, il y avait des hommes, des milliers d'hommes. Ils n'avaient pas choisi d'être là, beaucoup avaient fui des pays en ruine, d'autres avaient été recrutés de force dans les colonies. Certains cherchaient juste un salaire et un toit. Mais dans cette vallée maudite, ils devinrent autre chose, des témoins de la fin d'une époque, des symboles de l'absurdité de la guerre, des exemples de ce que l'homme peut endurer quand il n'a plus le choix. Parce que l'oubli est une seconde mort, parce que ces hommes méritent mieux que le silence. Parce que leur histoire nous rappelle ce que la guerre fait vraiment. Elle broie les individus, quelle que soit quoi leur nationalité, pour servir des intérêts politiques qui les dépassent. Dien Bien Phu ne fut pas une bataille héroïque, ce fut un massacre, un gâchis, une tragédie annoncée que l'orgueil militaire refusa d'éviter. Mais au milieu de cette tragédie, il y eut de l'humanité. Des hommes qui partagèrent leur dernière cigarette, des médecins qui opérèrent sous les bombes, des soldats ennemis qui, après la bataille, aidèrent les blessés français, des femmes comme Geneviève de Galard qui refusèrent de partir et restèrent soigner les mourants. C'est cela qu'il faut retenir de Dien Bien Phu. Pas la stratégie militaire, pas les leçons tactiques, pas les débats politiques, mais les visages, les noms, les histoires. Hans Schmidt, 28 ans, légionnaire allemand. Mort le 3 mai 1904. Sergent Abdelkader Ben Mohamed, 34 ans, tirailleur algérien. Mort le 1er mai 1901. Caporal José Martinez, 31 ans, ancien républicain espagnol. Mort le 4 mai 1904. Et des milliers d'autres. Chacun avec une vie, une famille, des rêves. À tous oubliés. Mais pas ce soir. Et pas dans ce récit. Car tant qu'on raconte leur histoire, ils vivent encore.